Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Cette devise de Nelson Mandela, c'est aussi la préférée d'Éric Fromentel. Elle l'a guidé dans sa vie et dans sa carrière, l'a mené de Paris dans notre région. Il est aujourd'hui CEO de l'entreprise VOH à Courtelary. Éric Fromentel, bienvenue. Merci. Pourquoi cette citation de Nelson Mandela fait autant écho en vous ? Simplement parce que pour avancer, il faut se lancer des challenges. Si on n'avance pas, on reste sur place et puis finalement on s'ennuie. Des challenges, vous avez eu l'occasion d'en avoir plusieurs dans votre carrière. On va le voir. Nouveau challenge en date, le poste de CEO à l'entreprise VOH à Courtelary depuis bientôt 1 an. C'est une entreprise qui est spécialiste de l'équipement horloger, principalement. Concrètement, vous développez et produisez, je cite, des outils qui transforment la vie des horlogers en rendant chaque geste plus simple, plus précis et sans effort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, alors on fait des équipements qui vont permettre de faire de l'assemblage, du montage, du contrôle, de la vérification. Tout simplement, on cherche l'excellence dans l'horlogerie. Et puis en fait, on favorise cette excellence. On va voir avec un exemple cette machine ici qui sert entre autres à poser les aiguilles d'une montre. En quoi ça simplifie la vie d'un horloger ? La pose d'aiguille, ça peut avoir l'air simple. Finalement, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. On va chercher à toucher l'excellence, on va chercher à reproduire quelque chose qui est répétable. Et finalement, l'horloger doit jouer avec pas mal de paramètres pour arriver toujours à quelque chose qui est parfait, ce qui est difficile à faire. Et cet équipement, tout simplement parce qu'il peut y avoir des variations partout, dans la façon dont je vais le faire, dans la force que je vais mettre. Les pièces peuvent aussi varier, simplement c'est un assemblage de différentes pièces. En fait, nous, on va essayer d'effacer tout ça, l'aider à reproduire quelque chose qui va toucher l'excellence. Parce que voilà, dans une journée, si on fait à chaque fois le même geste, il va y avoir à un moment donné peut-être aussi une fatigue, des erreurs. Et puis, vous travaillez principalement pour des marques de haute gamme, donc il doit y avoir une perfection. Et puis, ça va plus loin en fait, puisque le métier d'horloger, on le sait, il peut y avoir des problèmes aussi de dos, des problèmes physiques. Donc, c'est vraiment l'idée ici d'apporter des solutions. Oui, exactement. L'ergonomie dans le métier de l'horloger, on le voit, c'est un positionnement qui est très statique assez souvent. Et en fait, l'idée, c'est si c'est statique et en plus il faut faire des forces répétées, en fait, c'est compliqué. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est véritablement de tout ce qui est souffrance et répétition. Si on peut faire le geste qui est pénible, où ça demande de la force pour la personne, en fait, ça va lui transformer la vie. Donc là, un autre exemple de cette machine, c'est cette espèce de petit souffleur qui va enlever les poussières dans les montres. On dirait une sorte de petit monstre avec c'est des accoudoirs. Alors ces accoudoirs-là, justement, ça va aider en fait la morphologie, qu'on soit grand, moins grand, qu'on ait des bras d'une certaine façon. L'idée ici, c'est véritablement d'avoir quelque chose de smart, c'est-à-dire en quelques mouvements, on fait un réglage qui va s'adapter d'une personne A à une personne B, et puis si la personne veut changer d'établi et venir sur cet établi-là, il peut régler très très rapidement. Finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi ne pas développer une machine robot qui va tout simplement remplacer l'être humain ? Là, on a une précision claire et nette. Alors tout simplement parce que en fait, ce que VOH cherche à faire, c'est de valoriser l'humain, valoriser l'expert horloger. On n'est pas là pour le remplacer, c'est dans l'ADN de la société. C'est un horloger qui a créé cette société et on garde cet ADN de dire on va valoriser ce savoir-faire d'exception. Il y a d'autres sociétés qui font certainement très très bien une automatisation pour remplacer les gens et nous on cherche plutôt à valoriser le savoir-faire. Et ça fait partie de l'image aussi des marques de luxe de dire on a encore un être humain qui est là. Exactement.
Vous avez, avant de diriger VOH, fait une longue carrière chez Straumann à Villeray, le spécialiste de l'implant dentaire. Vous avez fini par diriger le site de Villeray qui comptait à ce moment-là 850 personnes à la fin de votre carrière. Et vous passez maintenant à 35 collaborateurs, collaboratrices. Ça veut dire que vous faites un autre métier là. C'est un autre métier, c'est une autre dimension humaine. C'est quelque chose où on peut être plus à l'écoute des gens. 850 personnes, on est très très loin, il y a beaucoup de couches hiérarchiques. Là, on minimise les couches hiérarchiques pour être vraiment au contact des gens et puis de favoriser en fait le développement personnel. Et vous disiez, vous serrez la main chaque matin à chacun de vos collaborateurs et collaboratrices. Et vous me disiez en quelque sorte que vous êtes un peu un élément perturbateur. Dans quel sens ? Tout simplement parce que les gens sont la tête dans le guidon et quand ils arrivent, ils commencent à travailler. Et moi, quand j'arrive, j'aime bien qu'on se pose un petit moment. Je les vois individuellement et puis ça me permet de me mesurer l'état dans lequel ils sont. Est-ce que tout va bien ou pas ? Donc il y a la place pour converser, pour avoir chaque jour un petit feedback. C'est une échelle donc familiale, cette entreprise VOH, à bien des égards, puisque elle a été créée en 1995 par un couple, Daniel et Richard Vaucher, d'abord à Tramelan, dans la maison familiale, si j'ai bien compris. On les voit ici à l'image derrière, avec devant les 3 nouveaux directeurs, dont vous au centre CEO. Quelle était l'idée à la base de cette entreprise ? L'idée, c'était de reprendre une société qui faisait principalement du négoce et de la revente de petits matériels pour l'horlogerie. Et très rapidement, Richard Vaucher, qui est un créatif et qui est aussi un expert en horlogerie, savait exactement ce qu'il manquait sur le marché. Et donc, il a commencé à concevoir et définir en fait des équipements qui pourraient aider l'horloger à s'améliorer et toucher l'excellence dans sa pratique quotidienne. Et dans les années 90, on sortait d'une longue crise horlogère. Donc, c'était aussi son idée de développer des outils qui, pendant longtemps, avaient été un petit peu, on va dire, laissés de côté pendant cette crise. Donc, il fallait rattraper les choses. On travaillait avec des outils des années 60 encore. Exactement. Donc, pour aller de l'avant en termes de performance industrielle, en fait, il a commencé à définir et développer des choses qui pourraient aider grandement les horlogers à modifier leurs pratiques quotidiennes. Alors, presque 30 ans après la création de l'entreprise, Daniel, Richard Vaucher et leur fille Nathalie Mercier-Vaucher vont faire appel à vous pour reprendre les rênes. Comment ça s'est donné ? Tout simplement parce qu'on se côtoyait avec Richard à la CEP, Commission Industrie, tout simplement parce que je représentais mon ancien employeur. Et que simplement je lui ai dit que je quittais cet employeur pour chercher à faire d'autres choses. Et lui a été en réflexion depuis un moment pour essayer de passer le flambeau. Et une conjonction, les bonnes étoiles se sont alignées et puis finalement on s'est coopté mutuellement. Et puis votre expérience, on va le voir plus tard, est mise aussi au service de ce virage pour aller vers une industrie 4.0. On va en parler plus tard. De travailler avec cette famille qui est quand même encore qui siège encore au conseil d'administration, ça met une pression. Écoutez, non, parce que ça se passe en bienveillance, tout simplement parce que en fait, ils ont les valeurs de la société, c'est véritablement la continuité, c'est de travailler dans le temps, c'est pas travailler sur du profit à court terme. Donc c'est comment travailler pour développer sereinement l'entreprise. Donc finalement, toute leur expérience, je peux en bénéficier et on peut échanger. Ça me permet d'être plus serein pour me projeter sur l'avenir. Il y a 30 ans, au moment de la création de VOH, vous êtes sûrement loin de penser que vous allez un jour vivre en Suisse et travailler pour l'horlogerie. Oui, j'étais sur la région parisienne à cette époque-là. Voilà, là vous avez grandi donc à Paris. Vous venez de quel genre de famille ? Alors je viens d'une famille qui vient du nord de la France, qui a été dans les premières années de ma naissance, qui était agriculteur, et qui a migré sur la région parisienne pour travailler dans l'administration. L'agriculture, un monde que vous connaissez aussi puisque vous alliez travailler dans la ferme de vos oncles. Exactement, pendant les vacances, pour comprendre ce que c'était que de travailler en fait et créer quelque chose. Et ça vous plaisait ? Oui, la nature, quand on est sur Paris et
Quand on se retrouve à la campagne, c'est un autre monde. Vous aviez envie de faire ça plus tard, agriculteur? C'est là où je m'épanouissais. Donc j'avais imaginé peut-être petit, peut-être de devenir agriculteur un jour. Mais vos parents n'étaient pas tellement chauds. Non. Non. Ils avaient peur que ça soit trop difficile. Oui. C'est un monde, voilà. Déjà, il faut avoir une exploitation, il faut avoir pas mal de choses. Et puis quand on décide d'aller sur la région parisienne, c'est pour changer d'ambition pour les enfants également, en termes de développement, en termes d'études, etc. Et vous étiez quel genre de petit garçon, on vous voit ici? Assez timide, assez effacé. J'ai une sœur qui a 10 mois et 3 semaines de plus que moi. Et en fait, je vivais un peu dans son ombre. Donc, voilà. Presque des frères jumeaux, en presque. Une sœur jumelle. Vous aviez assez tôt aussi développé un esprit mathématique qui va vous mener vers l'ingénierie, c'est ça que vous alliez étudier. Et vous disiez que jeune homme, les gens ne vous comprenaient pas toujours. Et ça vous perturbait. Alors c'est clair que lorsque on est ingénieur, et si on se dirige vers quelque chose où on fait vraiment que du calcul toute la journée, finalement ça peut aller. Cependant, j'ai choisi de m'orienter vers la production, vers l'organisation des flux. Et là, il y a l'humain. C'est pas que des machines, c'est l'humain. Et quand on est ingénieur, la façon de communiquer est peut-être pas optimale avec les humains. Et c'est pour ça que vous vous êtes dirigé ensuite vers une formation de psychologue d'entreprise. Oui, exactement. Pourquoi? Tout simplement pour combler la façon de communiquer, la façon d'accompagner le changement. Quand on est ingénieur, on dit on veut aller du point A au point B et puis il suffit de suivre. Et l'être humain, c'est pas comme ça. Quand depuis des années je fais la même chose, finalement il faut essayer de comprendre la personne pour l'accompagner, pour lui donner une nouvelle perspective, comprendre pourquoi je dois le faire en fait. Et ça je comprenais pas en fait. À partir du moment où j'avais expliqué, j'attendais que les gens puissent simplement exécuter. Et ça marche pas comme ça. Donc cette formation vous a été utile, on va le voir en fait dans toute votre carrière, vous allez être un peu en parallèle entre un coaching, psychologie d'entreprise et votre métier de dirigeant dans les métiers plutôt microtechniques. Vous allez, dans les années 2000, faire la connaissance d'une Suissesse. Voilà pourquoi vous êtes arrivé en Suisse. Une comptable vaudoise, Marika Monod, qui vivait alors dans le Val de Travers. Et vous allez décider en 2003 de venir vivre en Suisse. Vous passez de Montmartre à Noiregue. Oui, c'est l'amour. L'amour vous pousse à faire des choses que vous avez sous-estimées peut-être. Simplement, on s'est rencontrés. Je travaillais, j'étais consultant. Je travaillais sur Paris, mais j'avais un client qui était sur Neuchâtel. Et en fait, on s'est rencontrés. Et en fait, il fallait faire un choix, finalement, parce que ça durait. Soit elle venait sur Paris, soit je venais sur la Suisse. On a essayé l'un et l'autre. Et puis la meilleure... Elle avait aussi une fille. Donc ça nécessitait encore d'être sur place. Donc finalement, je suis venu vivre ici en Suisse. Et donc, vous avez aussi joué le rôle de papa ? En partie. Et comment s'est passée cette acclimatation en Suisse, très sincèrement? Très bien, parce qu'en fait, j'avais toute ma belle famille qui m'a accueilli et qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur la culture suisse. Oui. Et donc, toutes les fêtes, toutes les célébrations, et puis voilà, bienveillance et puis voilà, je me suis épanoui grâce à eux également. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a marqué en particulier dans justement ce caractère suisse, on va dire, si on peut faire des généralités? Ce qui marque le plus, c'est simplement quand on vient de Paris, en fait, on ne dit jamais bonjour, on ne se regarde même pas. Et quand on arrive ici, en fait, tout le monde dit bonjour. Et ça, c'est à la fois choquant, mais à la fois super agréable, en fait. Et des avantages, des points négatifs? Vous aviez un peu de la peine? Points négatifs disons que j'ai passé mon permis de conduire sur Paris et j'avais l'habitude de faire un petit peu n'importe quoi comme un Parisien au volant. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il fallait laisser passer les gens sur le passage et qu'il fallait simplement respecter les règles. Donc j'ai dû réapprendre un petit peu à conduire, on va dire.
Vous allez avoir un premier emploi chez Rolex, c'est comme ça que vous découvrez le monde de l'horlogerie. Et puis en 2005, vous entrez chez Straumann où vous allez passer justement 18 ans dans des positions de manager pour la plupart du temps. Et puis alors, on va vous proposer à un moment donné de devenir coach en culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Tout simplement, on avait un CEO à l'époque pour le groupe qui avait amené pas mal de changements et qui voulait accompagner l'ensemble de l'entreprise à aller à un autre niveau. Et en fait, on peut le faire en mettant des indicateurs, en poussant, en mettant de la pression. Ou alors on essaye simplement de se dire, finalement, est-ce que l'être humain et la culture de l'entreprise peut amener finalement à l'excellence, à de la haute performance, à travailler en cohésion, à travailler différemment. Et c'est en fait ce voyage qui a été lancé. Et comment on fait pour arriver à ça ? Vous donniez des séminaires, en fait, partout dans le monde, à des équipes de cadres. Comment on fait en quelques jours pour transmettre ces valeurs-là ? Tout simplement créer une connexion entre les membres d'une équipe. Okay. La plupart du temps, on s'aperçoit qu'en fait, les gens travaillent ensemble mais ne se connaissent absolument pas. Et en fait, ce qui nous permet d'arrêter de nous critiquer, de porter des jugements, c'est d'essayer de comprendre la personne. Et là, on voit des images d'un de vos voyages au Canada, où vous donniez un séminaire. Ça vous a particulièrement marqué, ce voyage ? Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu la chance que ça se passe au mois d'octobre. L'été indien autour de Montréal, c'était juste magique. On parle toujours de ces couleurs. Et c'était des arcs-en-ciel de couleurs dans la forêt, c'était juste magique. Puis c'était intéressant aussi parce qu'en fait c'était une équipe dans laquelle il y avait de grosses tensions, une équipe où il y avait des gens qui venaient de France, qui venaient d'Allemagne et qui venaient du Canada. Ils n'ont jamais vraiment travaillé à se réunir ensemble et à se développer. Et puis on a vraiment passé du temps, on a fait des marches dans la nature et ça a créé des émotions qui ont touché véritablement les gens. Donc ce que vous dites finalement, c'est qu'en créant du lien dans les équipes, on arrive à augmenter naturellement la performance. Oui, parce qu'on arrive à mieux se connaître en fait. Et on arrête de porter des jugements comme on le fait tout le temps en fait. Votre travail de coach s'arrête au moment où on vous demande de devenir directeur de la production et puis au final directeur du site de Villeray. C'est une période où Straumann grandit énormément. En 2022, 250 personnes sont recrutées. Vous disiez qu'on vous a poussé avec aussi des côtés intéressants pour vous, mais à l'ultra-performance. Et qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus. Oui, mais c'est clair. En fait, recruter 250 personnes, aujourd'hui, on le voit depuis quelques années, quand on parle de recrutement, c'est compliqué. Compliqué pour quelques personnes, dizaines de personnes, des centaines de personnes, ça devient très, très compliqué. Et de pouvoir conserver une dimension humaine où on respecte les gens, on arrive forcément à des limites. Ce qui est juste normal. Vous avez eu aussi physiquement des problèmes ? Vous étiez proche du burn-out à un moment donné ? En tout cas, je pense que j'ai eu des signes. Oui. J'ai eu quelques signes qui m'ont montré que il fallait que je me pose des questions pour où est-ce que je voulais aller dans le futur. C'est quoi les signes auxquels on doit faire attention en particulier ? Tout simplement, on n'arrive plus à récupérer. La façon de se concentrer, elle est plus la même. La façon de réfléchir, le cerveau ne tourne plus tout à fait de la même façon non plus. Le fait de dormir, il y a le cerveau qui tourne en permanence. Donc il faut être vigilant à ces signes-là. Et là, donc, vous décidez de justement reprendre les rênes de VOH. Et puis, on fait appel à vous aussi pour votre expérience dans l'industrie 4.0. Donc, c'est le virage que vous allez aider à prendre davantage encore. Qu'est-ce que ça veut dire, l'industrie 4.0, dans ce secteur-là ? En fait, VOH a fait durant le Covid, en 2020, a véritablement fait un gros investissement en recherche et développement pour inclure les notions de 4.0 dans ces appareils. Tout simplement, en fait, on va collecter de l'information, de la data. On va essayer de la rendre intelligente pour qu'en fait, ça puisse aider l'ensemble des responsables de production, les responsables qualité, les responsables d'amélioration continue, en fait, à prendre des décisions. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer quand c'est bon et qu'est-ce qu'on doit corriger pour que ça le soit en fait.
Et en fait, le 4.0, c'est créer une connexion en temps réel de tous ces équipements pour favoriser en fait l'excellence. Et finalement, toutes ces données collectées, à quelque part, elles permettent aussi donc de déceler des imprécisions, la cadence du travail, etc. Est-ce que là, il n'y a pas de nouveau le risque d'aller vers un contrôle des collaborateurs, l'ultra-performance demandée? Alors, il y a différentes façons d'utiliser la data. Alors, ça peut être utilisé à mauvais escient quand on fait véritablement du contrôle. À partir du moment où on a aussi une culture basée sur la haute expertise, et c'est ce qui se passe, je pense, dans la haute horlogerie, on cherche plutôt que de trouver le coupable, trouver la cause racine en fait d'une déviation ou d'une défaillance et de pouvoir la corriger en fait. C'est plutôt trouver quels sont les paramètres qu'il va falloir en fait modifier pour pouvoir être meilleur encore. Vous travaillez, on l'a dit, pour les grandes marques horlogères. On sait qu'il y a de nouveau une crise horlogère en ce moment, notamment parce que la Chine achète moins de montres. Quel impact ça a sur VOH? Écoutez, il y a forcément des ralentissements dans tout ce qui va être investissement. Pour autant, les marques horlogères doivent en permanence continuer à travailler sur l'amélioration, sur l'optimisation des processus. Alors certes, il y a un ralentissement, mais nous, on doit accompagner justement les changements de demain et l'amélioration pour aujourd'hui et surtout pour demain. Donc chez vous, il n'y a pas de chômage partiel ou de mesures? Pour l'instant, on a eu la chance de ne pas être touché par ça. On doit rester vigilant parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour nous en assurer. Par contre, voilà, on essaie de valoriser, on continue à faire de la formation aussi au niveau des collaborateurs, de continuer à travailler sur l'innovation et d'être au contact avec nos partenaires. Et c'est quoi votre rêve pour VOH pour ces prochaines années? C'est quoi vos buts? Continuer à accompagner de l'innovation pour nos clients, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, et c'est pour ça la devise de toujours imaginer une solution sur ce qu'on pense pas faisable en fait. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, dans quel sens? Tout simplement parce qu'il y a des technologies qui évoluent très vite. Vous avez l'intelligence artificielle, mais vous avez aussi dans les processus et les chips électroniques des choses qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qui vont nous aider justement à repousser des choses qui sont technologiquement pas possibles aujourd'hui et qui le seront demain. Et vous avez des objectifs de croissance aussi? Certes, mais de façon mesurée. Ça reste une société familiale et une fois de plus, c'est la durabilité qui reste au cœur. Et personnellement, est-ce que vous avez là aussi des défis, des choses que vous avez envie de surmonter ou des rêves peut-être? Alors, pouvoir toucher du doigt l'innovation, mais l'innovation managériale. Donc, donner de nouvelles dimensions dans le développement des équipes et tout en accompagnant l'équipe de direction qui est une nouvelle équipe et qui grandit au jour le jour. On va reprendre cette devise, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Vous essayez de transmettre cette philosophie-là à vos petits-enfants par alliance. Oui. En fait, lorsque je leur demande quelque chose et qu'ils ne le font pas, j'essaye d'apprendre en me corrigeant, en disant comment est-ce que je peux donner du sens à des valeurs ou à des choses que je veux leur transmettre, en fait, plutôt que leur répéter 36 fois, comme on me l'a fait quand j'étais petit. C'est plutôt, voilà, c'est une nouvelle génération où, en fait, tout va très vite. Hein. Ils sont avec les Natel et il faut faire avec. Éric Fromentel, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de ce Business Talk. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis.